l'infini, le continu et l'espace font déjà question à la fois pour les philosophes et pour les mathématiciens grecs. Euh, donc, ce que j'essaie de montrer, c'est que la mathématique, par son travail, elle glisse d'une version de l'énigme de l'infini, du continu ou de l'espace, à une autre. Donc, il y a une réélaboration du faire question de l'infini, du faire question de l'espace, du faire question du continu, qui est à l'œuvre dans les mathématiques. Alors, un exemple que je vais utiliser maintenant, parce que c'est le plus simple à traiter et c'est le plus clair, hein, dans le livre, j'envisage beaucoup de choses sous les trois rubriques de l'infini, du continu et de l'espace. Ce que je vais utiliser maintenant, c'est quelque chose qui, rigoureusement, si je me souviens bien, n'est même pas traité dans le livre, mais qui est c'est le truc le plus simple à exposer, hein. Donc, c'est pour ça que je vous le présente ce soir. Donc, l'idée, c'est que le continu de Cantor-Dedekind, donc une grande révolution qui est l'élaboration par Cantor et Dedekind du modèle du continu mathématique dans lequel on vit toujours, hein, c'est-à-dire la modélisation du continu mathématique qui interprète, qui donne l'ensemble des nombres réels comme étant l'interprétant parfait de ce qu'on a depuis toujours appelé le continu mathématique. Dedekind dit ça. Il dit, avec le R que j'ai construit, on a enfin un objet théorique exact qui recouvre exactement ce que depuis toujours on a envisagé comme le continu mathématique. Donc l'idée, c'est que l'étape Cantor-Dedekind, elle est analysable comme un glissement herméneutique depuis une précompréhension qui était la précompréhension aristotélicienne. Et quel est l'enseignement principal d'Aristote sur le continu? Ben, c'est ce qu'on trouve dans la physique, c'est-à-dire c'est l'enseignement selon lequel le continu est non compositionnel. Alors, non compositionnel, ça veut dire que je ne peux pas présenter le continu comme agrégat à partir d'éléments qui ne seraient pas le continu. Je peux écrire le continu comme agrégat d'éléments si ces éléments sont déjà le continu. Mais je ne peux pas fabriquer le continu par composition à partir d'éléments qui ne seraient pas le continu et qui seraient antérieurs au continu. Ça, c'est la vision aristotélicienne. Alors, littéralement, la façon de présenter les choses consiste à dire que Cantor et Dedekind, ils inversent le message d'Aristote parce qu'ils décrètent que le continu est identifiable à un ensemble, qui est l'ensemble des nombres réels. Donc, si le continu est identifiable à un ensemble, ça veut dire très clairement que le continu, désormais, il est compositionnel. Parce qu'un ensemble, c'est une composition d'éléments, hein. Bon, mais en fait, ce que je défends à ce sujet, c'est que il est plus exact de comprendre la version Cantor-Dedekind comme une réinterprétation de la non-compositionnalité. C'est-à-dire quelque chose de la non-compositionnalité se maintient dans la construction de Cantor et Dedekind. En effet, certes, le continu, ensemble des nombres réels, il est composé de points qui sont les points du continu, mais d'un autre côté, chacun de ces points, on sait ce que c'est. Dans la construction de Cantor, c'est une classe d'équivalence de suite de Cauchy de nombres rationnels, mais donc c'est une classe d'équivalence infinie d'éléments, dont chacun, une suite de Cauchy de nombres rationnels, est lui-même infini. Donc les points sont doublement chargés d'infini. Ça veut dire que les points ne sont pas des individus au sens traditionnel, pré-ensembliste de ce qu'on appelait un individu. Euh, donc, en ce sens, la compositionnalité de Cantor et de Dedekind, c'est une nouvelle formulation de la non-compositionnalité. Et deuxièmement, le deuxième point, ce qu'on sait bien, parce que c'est lié à toute l'affaire dite de l'hypothèse du continu, c'est que le cardinal du continu, c'est-à-dire le cardinal qui mesure la composition qu'est le continu, hein, eh ben, il relève d'une infinité excessive nouvelle. C'est-à-dire qu'avant Cantor, on connaissait juste le continu comme infinité, l'infinité dite du dénombrable. On reconnaît a posteriori comme celle du dénombrable. Mais ce qui est très clair avec Cantor et Dedekind, c'est que le continu, il relève d'une infinité qui excède largement l'infinité du dénombrable.
De nouveau, c'est une manière de dire que la composition n'est pas une vraie composition au sens de la notion de composition qu'on avait avant, puisque pour composer le continu, on a besoin d'utiliser un infini dont on n'avait même pas la notion auparavant. Et enfin, les choses s'aggravent, puisque, comme vous le savez, finalement, l'hypothèse du continu apparaît comme indécidable, ce qui signifie en particulier que le cardinal du continu, par rapport à la donnée d'Aleph 0 et d'Aleph 1, c'est-à-dire de l'infini dénombrable et de l'infini du continu, il est incommensurable, c'est-à-dire que je ne peux pas le situer, je ne peux pas le localiser dans cette échelle. Donc on a avec cet exemple une manière de voir comment l'herméneutique mathématique travaille et comment une des plus grandes conquêtes de la mathématique à la fin du 19e, et, bon, l'effet se prolonge au cours du 20e siècle et jusqu'à nos jours, à vrai dire, euh, on voit comment le travail même des mathématiques peut être vu et compris de manière herméneutique. Alors, du point de vue de cette herméneutique qui travaille dans les mathématiques, il n'y a pas lieu de distinguer entre l'herméneutique selon le premier Heidegger et l'herméneutique selon le second Heidegger. En gros, quand vous lisez ce que Heidegger dit sur l'herméneutique dans Être et temps, c'est-à-dire l'œuvre majeure de ce qu'on appelle le premier Heidegger, eh bien, la question qu'en est-il de X, elle veut dire à peu près la même chose que quelle est l'essence de X. C'est-à-dire que cette question suscitée par le X, qui est interrogée dans le mouvement herméneutique, bah, c'est la question de l'essence. Bon, Heidegger ne dit pas forcément cela en propres termes, mais dans le développement qu'il propose, on ne voit pas nettement la différence. En revanche, chez le second Heidegger, l'herméneutique est réinterprétée un peu différemment. Et la question qu'en est-il de X, en fait, ce à quoi elle appelle, c'est une régression dans le mystère du faire question de X, un creusement de ce mystère. Donc vous voyez que Heidegger 2, il introduit une vision différente de l'herméneutique, où l'herméneutique n'est plus liée à la question de l'essence. Mais en fait, dans le cas de l'herméneutique mathématique, je ne sais pas si cette distinction est pertinente, hein, parce que par exemple, lorsque on réélabore la non-compositionnalité aristotélicienne dans le cadre de Cantor et de Dedekind, est-ce que c'est une manière de régresser dans le mystère du continu? À beaucoup d'égards, oui, hein. Cohen le prend comme ça. Paul Cohen, dans le petit livre où il présente sa méthode du forcing, grâce à laquelle il montre que l'hypothèse du continu est indécidable, bah, il ajoute immédiatement que lui, ce dont il est convaincu, c'est que le cardinal du continu est quelque chose d'infiniment riche qui ne peut pas être localisé dans l'échelle du transfini usuel. Donc, il comprend lui-même le travail de la mathématique comme étant quelque chose qui régresse jusqu'au cœur du mystère du continu. C'est presque les mots qu'il utilise. Et en même temps, on peut dire que le travail de Cantor et de Dedekind, c'est quand même un réajustement de l'essence du continu. Donc les deux semblent être codicibles et non contradictoires. Ah, alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne bouge pas de nouveau. Voilà. Alors, qu'est-ce que je soutiens à cette époque, dans les années 90? Je pense que le schéma herméneutique, il décrit en quelque sorte le temps du sens. C'est-à-dire ce mouvement qui va de la précompréhension à la compréhension, je le vois comme étant le rythme fondamental du sens. Le rythme fondamental du sens consiste à bouger d'une précompréhension vers une compréhension. Et donc, c'est en ça que consiste la philosophie du sens que je propose à cette époque, hein. Elle consiste à interpréter de façon herméneutique le temps du sens. Et j'essaye à l'époque, dans un ouvrage que j'ai publié en 97 qui s'appelait Le temps du sens, j'essaie de mettre en évidence ce rythme, le rythme herméneutique du sens, un peu partout dans la culture. C'est-à-dire, j'essaie de généraliser ce que j'ai
ce que j'ai fait pour les mathématiques en l'appliquant à la physique et aux sciences cognitives, par exemple. Donc, je commence à essayer de penser l'unité de la culture au moyen du schéma herméneutique. Et à l'époque, je vous cite quelque chose qui est dans l'ouvrage Le temps du sens. Je décris la temporalité propre du sens comme temporalité sans échelle procédant de la futurition de l'homme par l'homme. Bon, ça reste un peu mystérieux dans la citation que j'en fais, mais c'était pour porter témoignage de cette époque. Alors, en 2001, je réaborde le sujet du sens dans un ouvrage qui s'appelle Sens et philosophie du sens. Et l'ouvrage commence par se plaindre de ce qu'il n'y a pas véritablement, pour le moment, déclaré-je, de philosophie du sens. Parce que pour moi, une philosophie du sens, ça voudrait dire une philosophie qui procède à partir du sens et puis qui met le sens en position maîtresse. Un peu comme quand on parle de philosophie du langage, généralement, on veut dire que ce qu'on veut exprimer, c'est une philosophie qui procède de façon linguistique et qui aussi met le langage en position maîtresse, ce que la philosophie du langage contemporaine est à beaucoup d'égards. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'analogue du côté de la philosophie du sens? Ben, c'est parce que le sens, il est compris par la plupart des auteurs qui ont traité du sens, parce que c'est vrai par ailleurs que beaucoup d'auteurs des deux côtés du schisme entre philosophie analytique et philosophie non analytique ont traité du sens. Mais néanmoins, chez les uns comme chez les autres, il me semble, le sens est toujours compris comme sens de, trois petits points. Et donc le sens, il dépend de ce qui vient dans les trois petits points, qui est à chaque fois un étant, quelque chose qui est. Donc la philosophie du sens, elle est dépendante d'une certaine conception qui est variable de l'être. Alors, plus exactement, ce que je diagnostique, c'est qu'il y a une conception référentielle intentionnelle du sens qui a dominé à la fois du côté de la philosophie analytique et du côté de la phénoménologie, qui est l'alternative méthodologique à la philosophie analytique. Et cette conception référentielle intentionnelle, elle est illustrée dans la diapositive suivante. Donc, vous avez les deux diagrammes, qui sont le diagramme de Frege et le diagramme de Husserl. Le diagramme de Frege, ben, on sait, ça correspond au contenu de l'article Sens et dénotation, hein, dans la traduction française. C'est-à-dire que ce qu'explique Frege, c'est que on a des expressions linguistiques on a plusieurs expressions linguistiques qui sont susceptibles d'avoir le même dénoté. Donc, par exemple, l'élève de Platon et le précepteur d'Alexandre sont deux expressions linguistiques qui, toutes les deux, ont comme dénoté Aristote. Donc, de chacune de ces deux expressions linguistiques part une flèche de la référence qui va au même objet, qui est l'objet Aristote. Et ce que Frege a envie d'appeler sens, c'est le mode de présentation de la dénotation dans l'expression linguistique qui se réfère à cette dénotation. Ou encore, le sens, c'est l'expression linguistique en tant que transfigurée par la flèche référentielle. C'est-à-dire que si j'envisage l'élève de Platon en tant que transfiguré par le fait que ça pointe sur Aristote, ben, j'ai un sens d'Aristote. Et inversement, si je regarde l'expression linguistique précepteur d'Alexandre, de nouveau, j'ai une expression linguistique. Si je la regarde comme transfigurée par le fait qu'elle se réfère à Aristote de nouveau, eh bien, j'accède à un sens d'Aristote qui est porté par une autre expression linguistique. Chez Husserl, vous avez presque la même chose, hein, c'est-à-dire que ce que Husserl appelle le sens, il est explicite à ce sujet, c'est l'intentionné comme tel. Donc un sens de pomme, c'est une pomme intentionnée comme telle. Donc c'est-à-dire, l'intentionné, c'est le noème dans le langage de la phénoménologie husserlienne. Mais si j'envisage le noème en tant que but de l'intentionnalité, si je prends le noème comme transfiguré par la flèche intentionnelle qui arrive à lui, à ce moment-là, j'obtiens un sens. Donc vous voyez que dans les deux cas, le sens, il est pris comme fonctionnel par rapport à un objet. Alors, il y a des variantes de ces conceptions, hein. Par exemple, si vous lisez le Deleuze dans Logique du sens,
vous pouvez avoir l'impression que lui, il veut saisir le sens comme événement. De même, si vous essayez de comprendre la contribution de René Thom dans sa très spectaculaire et fameuse théorie des catastrophes, il semble bien que lui, il envisage le sens comme forme. Mais je crois qu'en fait, si on analyse de plus près, on voit que chez l'un et chez l'autre, le sens est toujours compris de manière référentielle, intentionnelle. Euh, c'est pas différent de ce point de vue. Alors, en dépit de ces variantes, moi, j'essaie de substituer à à la conception référentielle intentionnelle du sens, une compréhension d'inspiration lévinassienne dans laquelle la circonstance directrice du sens est l'adresse. C'est-à-dire, j'essaie de plus envisager le sens comme mode de présentation d'un objet qui soit est un objet intentionnel, soit est un objet du monde. Mais j'essaie plutôt de saisir le sens à partir de la façon dont un message m'atteint, s'adresse à moi. Et en fait, en s'adressant à moi, ce message, il me demande. Il me demande quoi? Il me demande de le relancer. Et la relance que je vais effectuer va témoigner de ma compréhension. Mais je ne peux pas relancer n'importe comment parce que le message qui m'atteint, il est porteur d'une demande. Et donc, j'ai à relancer comme Jean-Michel. le message demande qu'on le relance. Euh, donc, vous voyez, le message, le sens, il est situé dans l'expression qui va être la mienne en réponse au message qui m'a atteint. Et cette expression, elle est saisie comme responsable par rapport à une demande qui vient du message. Alors, dans l'ouvrage de 2001, Sens et philosophie du sens, j'essaie de décrire de façon plus précise ce que j'appelle une intrigue du sens, où ce qui est porteur de sens, c'est toujours supposé être enveloppé en soi, hein. C'est-à-dire que ce que je traite comme porteur de sens, ça ne peut pas être plat, ça ne peut pas être quelque chose d'autosuffisant et d'aplati en lui-même. Il y a une sorte d'enveloppement du sens, comme une compression qui demande à expression, justement. Et deuxièmement, le sens, il contient l'idée d'un renvoi, parce que un sens n'est pas un sens s'il est autosuffisant, s'il est immobilisé en lui-même, s'il est dans une sorte de plénitude de satisfaction. Un sens doit renvoyer à autre chose, éventuellement à un autre sens, hein. Par exemple, chez Peirce, c'est comme ça, hein. Chaque interprétant, il renvoie un signe à un autre signe, en dernière analyse. Et enfin, dans l'intrigue du sens, il y a aussi une directionnalité, hein, c'est-à-dire que le mot sens, il exprime déjà cette directionnalité, hein. Euh, Quand vous entendez le mot sens, vous pensez au signe, au signe routier sens unique, hein. Euh, donc, faire sens, c'est indiquer une direction toujours, c'est une sorte de contenu minimal. Donc, c'est ça les trois éléments de l'intrigue du sens: enveloppement du sens, renvoi et directionnalité. Alors, si on prend le sens comme j'ai proposé de le prendre dans une inspiration lévinassienne, c'est-à-dire dans le contexte de l'adresse, l'enveloppement du sens, il est déterminé comme sujet, c'est-à-dire que derrière le message, ce qui s'exprime dans le message, le comprimé qui s'exprime dans le message, je le prends comme sujet. Le renvoi, je le comprends comme demande. Et la directionnalité, elle est liée à la topologie moi-autrui. Bon, toujours dans l'ouvrage de 2001, j'essaye, dans un deuxième temps, après avoir décrit l'intrigue du sens, j'essaie de rendre compte de ce que j'appelle la complication du sens dans la culture. Donc, de nouveau, c'est très clair pour moi que le sens, il est destiné à la culture, c'est-à-dire que finalement, il va donner lieu dans la culture à une complication considérable et qui, d'une certaine manière, est l'important de l'affaire du sens, hein. Donc, j'essaie de décrire la complication du sens à travers plusieurs moments qui sont signalés. Euh, un des moments, c'est celui d'intersubjectivité, ce que j'appelle les ILS. Et un deuxième moment, c'est celui de l'infini, parce que la complication du sens, elle est une complication virtuellement infinie. Euh,
Et enfin, j'essaie d'analyser les coordonnées par rapport auxquelles a lieu cette complication. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux saisir la complication? Ben, j'ai besoin de coordonnées pour saisir la complication, et je dégage deux coordonnées qui sont d'une part la théoricité, d'autre part ce que j'appelle le corps idéal. Donc, avec le corps idéal et la théoricité, on a les outils pour prendre la mesure de la complication du sens, c'est-à-dire, au fond, pour comprendre comment le sens donne lieu à une culture dans la richesse et la diversité de cette culture. Alors, le troisième moment de cette philosophie du sens, c'est ce que j'ai appelé l'étanalyse. Et donc, c'est comme je l'ai déjà rappelé, c'est ce qui est exposé dans mon ouvrage de 2007, Territoire du sens, paru chez Vrin, et dans mon ouvrage de 2014, Partage du sens. Alors, l'étanalyse, elle fixe à la philosophie la tâche de décrire les diverses régions du sens. Donc, l'étanalyse, littéralement, c'est un nouveau type de philosophie, mais au sens plus exact, où c'est un nouveau type d'enquête philosophique. C'est-à-dire que cette fois-ci, en un sens, on part de la culture humaine et on voit la culture humaine comme montrant divers partages du sens. Et chacun de ces partages du sens, bah, si vous analysez un partage du sens selon la conception référentielle intentionnelle du sens, alors partager un sens, c'est avoir le même filtre vers le même contenu. Donc c'est avoir, par exemple, tous ceux qui envisagent Aristote comme l'élève de Platon, ils partagent un sens qui est justement exprimé par l'expression linguistique élève de Platon, l'élève de Platon. Euh, donc voilà, c'est partager un mode de présentation d'un objet. Euh, et de même, chez Husserl, partager un sens, ça va être partager un mode de présentation d'un noème, c'est-à-dire partager une configuration intentionnelle, finalement. Mais si on prend la conception du sens, qui est celle que j'ai proposée, où le sens est lié à l'adresse, à ce moment-là, partager un sens, ça veut dire être co-aligné sur une même demande. C'est recevoir en même temps quelque chose qui est un appel ou une demande. Et donc, partager un sens, ça veut dire ça. Ça veut dire partager l'incidence d'un message qui fait demande auprès de moi. Alors, je vais rentrer un peu plus dans le lexique de l'étanalyse. En fait, ce que je suppose, pour le dire de façon plus explicite, c'est que la culture transmet des appels. Le langage partagé, il nous transmet des appels, c'est-à-dire qu'il y a des mots qui véhiculent un appel. Et ces mots, je les appelle des sollicitants. Alors, a priori, ce n'est pas ce que fait n'importe quel mot de la langue, hein. On sait que, justement, la philosophie analytique nous a bien habitués à ça. En particulier, si on lit Quine, on sait que les noms communs de la langue, la plupart du temps, ils fonctionnent comme mots extensionnels, c'est-à-dire qu'ils sont des signes généraux qui se disent de n'importe quel individu, qui est un cas du concept correspondant. Donc, le statut le plus habituel pour un mot de la langue, c'est ce statut extensionnel où un mot de la langue, il est juste un signe conceptuel qui va s'attribuer à toutes sortes d'individus du réel dont le concept concerné se dit. Donc, par exemple, ça serait le cas pour chat. Le, le mot chat, il ne véhicule pas un appel, il est tout simplement un marqueur linguistique du concept de chat, et donc il va se dire avec vérité de tout individu de la réalité qui se trouve être un chat. Je dis qu'il y a certains mots de la langue dont je ne peux pas réduire le statut à ce statut extensionnel, c'est-à-dire qu'il y a autre chose qui se passe avec ces mots. Et bon, l'exemple que j'ai choisi, qui est à la fois bon et mauvais, parce qu'il suscite de mauvaises attentes, je crois, c'est l'exemple du mot amour. Je pense que le mot amour, assez clairement, j'en rends pas très bien compte en le prenant comme un mot extensionnel. C'est-à-dire que le mot amour, il fonctionne pas dans la langue le plus normalement pour épingler l'ensemble des objets amoureux ou des épisodes amoureux. Le mot amour, il véhicule plutôt l'idée qu'il y a de l'amour dans l'air,
c'est-à-dire le fait qu'on est passé brusquement, on s'est branché sur l'enjeu de l'amour. Donc voilà, ces mots qui ont cette puissance de faire appel auprès de nous, et d'introduire un enjeu pour nous, l'enjeu d'être à la hauteur de l'appel, je les appelle des sollicitants. Alors, autour des sollicitants se disposent, c'est le lexique de l'éthanalyse que je suis en train de vous présenter, des éthos. L'éthos, ça va être à un premier niveau un ensemble de personnes qui se règlent sur l'appel, c'est-à-dire qui entend l'appel, qui accepte la mission d'essayer d'être à la hauteur de l'enjeu véhiculé par le sollicitant. Alors, bien évidemment, le fait d'être co-requis par un appel, ça ne veut pas dire en général constituer une communauté. Une communauté, c'est plus que ça, c'est un tissu relationnel qui met en lien les gens. Là, les gens qui partagent l'appel, qui sont dans la responsabilité vis-à-vis de l'appel, je ne les suppose pas en général constituer une communauté. Deuxièmement, l'éthos, pour le moment, j'en ai décrit l'aspect géographique, hein, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de dispersion spatiale des personnes qui sont dans l'appel, qui sont adeptes de l'appel, selon mon langage. Mais il y a aussi une dimension historique de chaque ethos, qui est que chaque ethos, il tend à sa propre persistance, c'est-à-dire que les adeptes essayent de transmettre à la génération suivante. Donc, de ce point de vue, à la fois, ça peut marcher, la transmission peut opérer, et aussi elle peut échouer. C'est-à-dire que chaque ethos est forcément ce que que je repère comme une tradition contingente. Alors, faire l'éthanalyse d'un ethos ou du sollicitant correspondant, je dis les deux choses, c'est essayer d'expliquer la batterie de prescription enveloppée dans l'appel. Parce que l'appel, pour qu'il ne soit pas vide, il faut que je puisse le déployer en une série d'injonctions qui déploient le contenu de l'appel, en quelque sorte. C'est ce qu'il faudrait obéir pour être à la hauteur de l'enjeu exprimé par le sollicitant. Alors, donc, je veux vous donner une idée de ce que c'est ce travail de l'éthanalyse. Donc, je vous montre ce que j'ai fait pour l'amour. J'ai dégagé une table de la loi qui sont les 7 commandements constituant, déployant l'appel du sollicitant amour. Donc, vous voyez, alors, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, hein, mais ce qui est commandé, si je veux être à la hauteur de l'appel du sollicitant amour, c'est d'accomplir une conjonction syncatégorhématique de la sexualité et de l'amitié, c'est de redéfinir le tout de la vie comme fonction de l'amour, c'est d'être sexuellement fidèle, c'est de représenter la jeunesse de son amour comme une séduction en plaçant une alchimie impérative à sa source, c'est de porter une attention infinie à l'aimer. J'ai envisagé les deux possibilités, une attention qui se tourne vers chaque détail misérable de sa fabuleuse particularité. Je voulais exprimer de la façon la plus exacte possible cette exigence de l'attention infinie. Il est demandé aussi d'accueillir et de vivre un présent extraordinaire, protégé de l'extatique, et enfin de vivre son amour sous la garantie du vécu. Bon, donc, voilà la liste de ces 7 prescriptions. Je ne suppose évidemment pas que ça décrit une régularité observable dans l'éthos de l'amour, dans la géographie de l'éthos de l'amour. Je pense simplement que chaque adepte de l'éthos de l'amour, même si il transgresse certaines de ces injonctions, il reconnaîtrait que en les transgressant, il cède sur l'enjeu. Donc, vous voyez, c'est des commandements que je ne peux pas déduire simplement en faisant la sociologie de l'éthos, hein. Il ne suffit pas d'accéder à la moyenne des comportements. Il faut comprendre ce à quoi les comportements continuent de se référer comme ce qu'il faudrait faire, quoi que les gens fassent de fait. Alors, du coup, si on, bah alors bon, j'ai essayé de proposer dans le premier livre en 2007, j'ai présenté comme un ethos de l'amour, un ethos du sujet et un ethos du politique. Mais dans le second livre, en 2014, j'ai présenté un ethos de la vérité et un ethos de la philosophie. Donc, chaque fois, je prends le politique, le sujet, l'amour
la philosophie, la vérité, comme une tradition contingente. Et à chaque fois, j'essaie d'expliciter la liste des injonctions qui sont ce qui déploie l'appel de l'amour, du sujet, du politique, de la vérité, de la philosophie. Bon, alors, donc vous voyez, du coup, chaque sujet, il peut être adepte de plusieurs ethos. Et donc, il se trouve dans une perplexité d'agents qui résulte au moins de ce que, par exemple, il faudrait choisir entre les injonctions de l'éthos de l'amour et les injonctions de l'éthos de la vérité, par exemple. Mais la situation est même plus compliquée que ça, parce que dans l'hypothèse que je fais, dans Partage du sens, il y a ce que j'appelle un archi-éthos, qui est l'éthos de l'éthique, qui lui est catégorique, c'est-à-dire que les autres, là, j'utilise le langage kantien, hein, c'est-à-dire que les autres éthos, l'éthos de l'amour, l'éthos de la vérité, ben, un être humain n'est pas tenu à en être adepte, hein. Mais l'idée, c'est que l'archi-éthos de l'éthique, on est tous embarqués là-dedans, c'est-à-dire que c'est un éthos qui est catégorique au sens kantien. Mais de même, un éthos n'est pas forcément moral. Donc, il peut y avoir un problème une perplexité pour un sujet, savoir est-ce qu'il doit suivre l'éthos de l'amour ou est-ce qu'il doit suivre l'archi-éthos éthique. Bon, vous savez que dans le cas de l'amour, c'est pertinent puisqu'on sait bien qu'il y a un adage qui est qu'en amour, tout est permis, ce qui sous-entend bien que les injonctions de l'amour, elles ne sont pas d'emblée coïncidentes avec les injonctions de l'éthique. Donc voilà la vision de la culture à laquelle j'arrive, hein. On a une vision de la culture comme donnant lieu à plusieurs ethos qui à chaque fois témoignent d'un appel, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu, et donc il y a une sémence de l'éthos qui va être la liste des prescriptions déployant l'appel de l'éthos. Et donc la culture, elle est envisagée principalement de ce point de vue, c'est-à-dire qu'elle est envisagée du point de vue des chemins infinis qu'elle nous offre dans les ethos, hein. Chaque ethos, il offre à chaque sujet la possibilité d'un perfectionnement infini de soi, c'est-à-dire que pour être à la hauteur des injonctions de la sémence de la vérité ou des injonctions de la sémence de l'amour ou des injonctions de la sémence de la philosophie, bah, en fait, il y a à chaque fois à trouver le meilleur comportement qui satisfait à telle ou telle injonction. Et ça, c'est une tâche infinie. On sait bien, en s'engageant dans cette tâche, qu'aucune œuvre finie ne sera satisfaisante, ou que rien ne nous déliera jamais de la tâche d'essayer d'aller plus avant dans la réponse à l'appel à chacun de ces sollicitants. Donc, l'approche de la culture qui est suggérée par l'analyse, c'est de voir dans la culture cette proposition de chemin infini, un peu comme Husserl, dans la conférence de Vienne, décrivait l'Europe comme étant le monde où on entend l'appel, la tâche de la vérité. Et il décrivait bien la tâche de la vérité comme une tâche par essence infinie. Alors, la, maintenant, cette façon de voir la culture, on a l'impression qu'elle s'oppose à une autre façon de regarder la culture qui privilégie l'étymologie et qui entend dans le mot culture le coléré latin. Vous savez que culture, ça vient du supin de colo, colis, colere, colui, cultum. Et donc, dans culture, colérer, ça veut dire que le premier sens, c'est cultiver. Et donc, culture, c'est ce qui a été cultivé. C'est la première, la première manière d'entendre le mot, hein. Donc, la culture apparaît comme notre production et on conçoit cette production à partir du cas exemplaire de la production agricole. Alors, si on envisage la culture suivant le coléré, on peut garder cette idée que la culture, c'est notre production, mais on peut essayer de desserrer la prééminence de l'exemple agricole. Et à ce moment-là, on va dire que le coléré de la culture, c'est cette pratique particulière qui est la production symbolique, la production de symboles ou la pratique des symboles,
Donc la culture, ce serait l'ensemble des productions symboliques nôtres ou encore les habitudes symboliques acquises. Ce qui veut dire que vis-à-vis de la culture, la tâche intellectuelle, c'est celle d'une archéologie de la culture. Il s'agit de faire la liste des productions symboliques qui ont été celles de l'humanité et des habitudes symboliques acquises par l'humanité. Alors, l'éthanalyse, je vous l'ai dit, elle est plutôt sensible au chemin infini ouvert pour nous par la culture. C'est-à-dire que la culture, je la vois comme me transmettant des sollicitants, c'est-à-dire des appels, et chacun de ces appels, il définit un chemin infini pour essayer d'être à la hauteur de l'enjeu qu'il nomme. Bon, mais alors, une fois qu'on a dit ça, les deux approches ne sont pas complètement indépendantes et elles ne doivent pas être regardées comme opposées l'une à l'autre, parce que clairement, euh, le, le, en fait, rien de ce qui est humain n'était étranger à cet élément d'appel et de normativité. C'est-à-dire que, euh, en fait, si vous examinez quoi que ce soit qui fait partie des activités humaines, vous constaterez sans difficulté qu'il y a du normatif dedans. Il y a, il y a l'idée de bonne et de mauvaise façon de faire. Il y a l'idée d'exigence. Et donc finalement, dans ce qu'on peut étudier comme pratique symbolique ou comme habitude symbolique acquise, on peut trouver des normativités qui sont associées. Et donc, on ne comprend vraiment la pratique symbolique acquise, les données symboliques saisissables et les habitudes symboliques acquises, on ne les comprend vraiment qu'en les confrontant avec ces chemins infinis auquel l'éthanalyse est sensible. Et donc, dans cette perspective, l'éthanalyse ne contredit pas la vue de la culture selon le Coléré, elle enrichit plutôt cette vue et elle lui ajoute son âme. Donc voilà, j'ai fini. Oui, j'ai un tout petit peu débordé, à peine. Non, mais euh, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez, Jean-Michel? Je vous entends. Oui. Alors voilà, désolé, ça a coupé un moment au début de la conférence, mais Ah après, oui, j'ai basculé sur le téléphone. Ça, en plus, j'étais un petit peu dans un environnement un peu ah oui. bruyant, mais j'espère que ça n'a pas perturbé les auditeurs. Donc, je vous remercie pour cette conférence. Et donc, je donne la parole à la salle. S'il y a des questions euh, qui, qui vous seront adressées. Euh, alors voilà, la parole est à la salle. Vous pouvez activer vos micros et poser vos questions à Jean-Michel. Euh, Écoutez, pour ma part, j'ai bien suivi votre conférence et je vous remercie pour les enchaînements que vous avez vraiment réussi à faire. Et on est vraiment dans une démarche qui n'est pas dans ce clivage philosophie analytique, philosophie continentale. Et je tiens à vous remercier parce que vous avez vraiment insisté sur ça. Et vous avez, je pense, peut-être sur Frege, vous avez un moment, euh, c'est vrai, évoqué le texte fameux de Frege de 1892 sur le sens et la référence, justement, et vous avez utilisé un terme qui est plutôt racélien, qui est dénotation. Alors, je crois que Russell l'emploie justement pour critiquer cette notion de référence chez Frege. Et je me demande, est-ce que vous l'avez fait exprès ou vous avez un petit peu... Oui, alors je suis d'accord avec vous. C'est vrai qu'il y a il y a tout un débat à ce sujet. Et en particulier, dans le débat entre Russell et Frege, ce qui apparaît, c'est que Russell est beaucoup plus référentialiste que Frege. Parce que justement, Frege, lui, il voit la dimension du sens
tandis que pour Russell, le sens, c'est la référence, tout simplement. C'est ce que dit Gareth Evans dans Varieties of Reference. Et je trouve qu'il est assez convaincant à ce sujet. Bon, là, moi, dans le cadre de l'exposé que j'ai donné, j'ai pris référence et dénotation comme des synonymes, c'est-à-dire que c'est simplement l'individu du monde vers lequel pointe la clause nominale qui est un nom propre. Donc, là, dans le cadre de ce que j'ai raconté, je ne faisais pas de différence, mais je suis d'accord avec vous qu'il y a toute une affaire à ce sujet derrière et qui est très importante, toute une tradition. Voilà, toute une histoire. Et d'ailleurs, vous avez bien raison parce que François Recanati, quand dans ses Mental Files, il attribue le réalisme référentiel à Russell plus Voilà, qu'à Frege. Il se dit lui-même qu'il est néo-frégien et donc justement parce il met en question ce réalisme référentiel. absolument. Il y a ça, il y a le fait que le vrai réalisme référentiel, ça c'est ce que dirait Kanati, mais comme je vous ai dit, c'est ce que dit Gareth Evans aussi. Mais il y a l'autre truc, c'est qu'un certain nombre de spécialistes, des philosophes analytiques qui ont étudié Husserl, ils sont eux-mêmes arrivés à la conclusion, je veux dire, ma présentation comme quoi chez Husserl et chez Frege, c'est pareil, elle est classique. Il y a plusieurs auteurs, lecteurs de Husserl de formation analytique qui sont arrivés à la même conclusion. Donc, l'un d'entre eux, c'est David Woodruff Smith, que j'ai rencontré assez récemment en Californie, mais il y en a plusieurs autres. Donc, en fait, c'est le fait que Frege est resté assez proche de Husserl sur cette question, à la différence de Russell, on en a toutes les preuves finalement. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Jean-Michel? Mais je n'ai pas trop à garder la parole parce que je veux être un coordinateur, une sorte Mhm. de plus Par exemple, vous avez parlé aussi du premier Heidegger. Je sais que Ouais. vous avez écrit un Heidegger dans les belles lettres Ouais. qu'on a déjà dans notre bibliothèque à la faculté. Du premier Heidegger qui va vers l'essence, c'est-à-dire vers le sens comme essence ou comme essentialisation. C'est justement. Et un deuxième Heidegger qui va plutôt vers une autre compréhension, mais vous ne mentionnez pas du tout en aucun cas le langage, c'est-à-dire Oui. le tournant langagier, parce que lui, il dit, voilà, qui sépare les deux, c'est un peu ce tournant langagier. Et à un moment, vous dites qu'il y a la philosophie du langage qui fait une approche un peu linguistique, mais c'est plutôt qu'une approche justement de la question du sens, alors qu'on sait très bien dans la philosophie analytique analytique, c'est le pivot cette philosophie, c'est le sens. C'est le sens, bien sûr. Et tout le débat reste à savoir, est-ce qu'il faut tirer le sens vers l'esprit, la pensée, Mhm. ou vers le langage en tant que système symbolique, etc., en tant que langue. Donc, ouais, j'ai juste comme ça deux petites Vous remarques. soulevez la question du rapport Et, avec le langage. Je suis d'accord, ouais. c'est une question qui se pose éminemment. Alors, si on regarde Heidegger, en fait, Heidegger, il met le lien avec le langage à la fois chez Heidegger 1 et chez Heidegger 2. Chez Heidegger 1, ça apparaît dans les paragraphes 33-34 de Sein und Zeit, sauf erreur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il explicite le fait que chaque geste herméneutique, finalement, il s'accomplit dans une proposition. Ça donne lieu à une proposition. Euh, L'exemple célèbre de Heidegger, c'est le marteau est trop lourd. Donc, il y a un premier temps où le geste herméneutique, il révèle quelque chose au sujet de l'étang pris dans sa Bedeutsamkeit, mais ce qui est révélé est donné de manière purement existentielle. Mais chez Heidegger, déjà, le premier Heidegger, c'est clair pour lui que ça doit finalement donner lieu à une vraie proposition. Et c'est ce qu'il montre dans le cas de Le marteau est trop lourd. Mais le second Heidegger, lui aussi, il pense que finalement, cette façon plus profonde de concevoir l'herméneutique,
comme un mouvement qui régresse dans le mystère de ce qui fait question. Ça aussi, ça se passe dans le langage, c'est-à-dire que finalement, le second Heidegger, il estime que, selon des formules célèbres, le langage est la maison de l'être, c'est-à-dire que finalement, l'être s'annonce dans la parole, ce qu'il appelle la parole, et la parole, elle n'a pas d'énonciateur, c'est le parler de la parole, c'est-à-dire que c'est le langage lui-même qui fait résonner la parole. Et donc, dans cette structure, le mouvement herméneutique, il est imputé à quelque chose qui est la parole, c'est-à-dire cette puissance du langage, cette puissance que le langage a de faire événement dans une parole. Donc voilà, finalement, alors après, si vous regardez comment ça se passe dans la tradition analytique, en gros, vous avez la première philosophie analytique, celle qui est définie par Frege, Russell et le cercle de Vienne, disons, pour aller vite, qui se contente au fond de retrouver les problèmes classiques de la métaphysique, c'est-à-dire les problèmes du rapport entre la pensée et l'être, de les retrouver dans le langage, d'estimer que le langage est le lieu dans lequel seuls peuvent être élucidées toute attitude de la pensée à l'égard de l'être. Donc voilà, on est obligé de scruter le langage et de dégager la structure logique des propositions pour discerner exactement quelle attitude a été prise par la pensée vis-à-vis de l'être. Euh, donc le langage est décisif à cet égard. Maintenant, il y a une deuxième étape de la philosophie analytique, même si elle n'est pas partagée par tous, hein, mais qui quand même compte historiquement de façon considérable, qui est l'étape wittgensteinienne, où Wittgenstein dit que le sens d'une proposition, ce n'est pas l'ensemble de ses conditions de vérité, c'est l'ensemble de ses emplois. C'est-à-dire que les mots dans une proposition, ils fonctionnent, ils renvoient à l'ensemble des emplois licites des mots, et donc chaque proposition, elle est une sorte d'harmonisation entre des emplois légitimes de chacun de ses composants. Donc ça, c'est une autre manière de concevoir le sens, de le concevoir plus en liaison avec la pratique langagière qu'avec la structure logique du langage. Euh, voilà, les deux. Alors maintenant, après, vous avez la philosophie analytique contemporaine, elle est extrêmement complexe et elle donne lieu à un milliard d'attitudes raffinées. Et donc, vous avez des gens qui trouvent leur propre façon de tenir compte de la position d'origine de la philosophie analytique et en même temps d'intégrer quelque chose de l'enseignement de Wittgenstein. Mais après, chacun a sa formule et c'est difficile de dire quelque chose d'universel à ce sujet. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que du côté heideggerien comme du côté analytique, finalement, le langage est l'élément dans lequel ça se passe. Tout ce qui est à saisir dans le langage. Mais ce n'est pas le même usage du langage auquel on s'adresse de part et d'autre. Mais néanmoins, le point commun, c'est qu'on est dans le tournant linguistique dans les deux cas. Alors, la parole est à la salle, hein, donc vous pouvez activer vos micros. J'espère qu'il n'y a pas aucune contrainte en ce sens. Je veux dire, par rapport à la plateforme. Euh, je peux comprendre qu'il n'y ait pas beaucoup de questions. Non, mais c'est Je suis peut-être compréhensif et indulgent. peut-être il y a un petit problème, je ne sais pas, j'espère que non. En tout cas, tout est en ordre sur la plateforme, il n'y a pas de problème. Euh, euh, J'étais très impressionné par cette conférence, par ce travail, parce que vous avez enchaîné entre à la fois plusieurs domaines, on peut dire, plusieurs aspects, à la fois mathématiques, scientifiques, qui bien sûr ont doté de la rigueur qu'on connaît, et puis philosophique, très ouvert, hein,
sur, bien sûr, les possibilités, hein, des possibilités de penser, de ne pas rester, bien sûr, cloué aux faits ou à l'observation des faits, au contraire d'être productif et créatif sur le plan de la pensée. Dans votre façon de réfléchir, ce rapport entre sens et communauté, ethos, les appels, la culture et tout ça, vous avez vraiment, de façon tout à fait, pour moi, nouvelle, essayé de trouver un peu des associations très, très originales. Bon, il y a des choses peut-être à un moment, vous avez parlé d'une culture humaine. Mm. Heu, c'est, peut-être, heu, nous, par exemple, dans le travail qu'on essaye de faire dans la revue, c'est-à-dire on essaye de valoriser plutôt les variations culturelles et Mm. les variations culturelles et le fait que, c'est abstrait de parler d'une culture humaine, peut-être c'est peut-être ça risque de de cacher un petit peu ces variations culturelles, hein, et le fait et les spécificités culturelles des communautés humaines et des peuples. Heu, je ne sais pas si, je peut-être j'ai mal compris, mais en quel sens, c'est-à-dire, comment on peut donner sens à ça, à ce discours sur une culture humaine? Et juste encore, un autre point, c'est-à-dire vous avez parlé de Lévinas, mais je vois que vous avez, peut-être un rapport beaucoup plus, je pense, ancré, dans la tradition, je peux dire de Maïmonide. Maïmonide, quand il fait tout un travail pour un petit peu, heu, je ne sais pas, hein, à la fois, concilier philosophie, et réforme ou, vie culturelle d'une communauté donnée. Est-ce que vous aussi vous réclamez de cette tradition qui veut à la fois réformer tout en gardant une certaine rigueur, et dans ce contexte, comment on peut laisser place aux affects comme la colère? Parce que c'était ça, ou la colère ou d'autres affects qui peuvent peut-être, je dis brouiller un petit peu cette façon de de réformer de façon rigoureuse un peu les choses dans une communauté donnée. Je ne sais pas si, Alors, ce que je retiens de la question que vous posez, c'est le problème de la culture et des cultures, disons. Bon, c'est clair que si on prend l'approche de la culture par le coléré, à ce moment-là, ce qu'on appelle culture, c'est toute la pratique symbolique de l'humanité. La conséquence, ça va être que pour décrire cette pratique, il va falloir enregistrer toutes les variations dialectales de la pratique symbolique. Bien sûr, c'est c'est légitime et c'est un aspect du travail à faire par le travail intellectuel appelé par la culture. On ne peut pas se passer de cette première couche qui est d'écrire toutes les pratiques symboliques disponibles. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a des appels qui sont transmis qui sont transmis dans plusieurs cultures et qui donc donnent lieu à une exigence se faisant valoir de façon universelle. Euh, bon, alors, il y a des gens qui peuvent penser que non. Euh, Moi, clairement, je pense que oui. Je pense par exemple que l'exigence de vérité, elle est universelle et elle est transmise dans l'ensemble des cultures. Par exemple, quand je décris philosophie comme étant un ethos, le mot philosophie comme étant un mot un sollicitant, je pense la même chose. Je pense que, alors après, je ne sais pas ce qu'il en est actuellement. Est-ce que l'appel de la philosophie fonctionne auprès de tous les peuples du monde? Je n'ai pas assez de savoir pour répondre de façon autorisée, mais en droit, c'est comme ça. De même que chacun est convaincu que les mathématiques sont des contenus universels, que tout ce qui est démontré en mathématiques peut être réactivé par n'importe quel sujet de la planète. Je pense que c'est une évidence qui préside à l'activité
de tout mathématicien, à mon avis. Donc voilà, je pense que dans la culture, il y a les deux. C'était la conclusion de ma conférence. Il y a les chemins infinis qui sont des chemins infinis par rapport à des exigences qui, finalement, au-delà de nos différences, sont universellement partagées, je pense. Et d'un autre côté, il y a aussi cette spécificité des contextes historiques spéciaux qui doit aussi être étudiée. Et on a besoin de comptes rendus précis de toutes les variantes dialectales, pour le redire de cette manière. Mais c'est pas. Je, je suis convaincu de ça. Mais moi, d'ailleurs, à l'intérieur d'un ethos comme celui de la vérité, je pense que si on veut faire vivre l'éthos de la vérité, il faut, évidemment, il y a les injonctions de la sémence de la vérité que j'ai essayé de construire dans mon ouvrage de 2014, Partage du sens. Mais ensuite, vous avez une institutionnalisation de la vérité qui est ce qu'on appelle la science. Et la science, elle a plein de visages. Il y a des variantes dialectales de la science qui sont nombreuses. Je veux dire, il y a la géométrie, il y a la géographie, il y a la biologie, il y a la sociologie. Il y a énormément de sciences. Euh, et à mon avis, une bonne approche, elle doit étudier comment, dans chacune de ces disciplines scientifiques, on fait écho aux exigences de la vérité. L'idée est de ne pas nier l'universalité des exigences de la vérité, mais simplement de montrer comment il y a une accommodation particulière dans chaque discipline. Mais après, l'exigence de vérité, elle va au-delà de la science elle-même. C'est-à-dire que l'exigence de vérité, elle se fait connaître dans d'autres activités qui ne sont pas celles par exemple, on ne peut pas s'intéresser au droit sans s'intéresser à la vérité. Un certain traitement de la vérité fait partie de la question du droit. Et tous les droits ont connu cette difficulté. Euh, voilà, mais il y a d'autres. On peut, d'une façon générale, l'exigence de vérité, elle se marque aussi dans nos existences les plus individuelles et les plus quotidiennes. Donc voilà, je veux dire qu'il y a déjà au niveau de la science, qui est une institutionnalisation de l'éthos de la vérité, il y a une pluralité des disciplines scientifiques, mais au-delà de cette pluralité des disciplines scientifiques, il y a toute une pluralité historique des façons dont l'exigence de vérité concerne les vies humaines dans leur diversité et dans leur pluralité. Absolument, absolument d'accord. C'est pour ça que j'ai évoqué le Maïmonide, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances entre vous et cet esprit universel qu'on trouve indéniablement chez Maïmonide, déjà au XIIe siècle. Et Maïmonide, il appartient à plusieurs traditions, mais il garde un petit peu le cap, comment dire, vers ces valeurs-là qui sont, on peut dire, des idées fortes, des idées forces, comme la vérité ou, Pour le peu que je connais, en tout cas, il se souciait de la vérité, oui. Non, mais merci donc Jean-Michel, Merci vraiment je vous beaucoup. remercie. Et je suis encore désolé, désolé encore des circonstances un petit peu qui sont un peu euh, où s'est déroulé dans lesquelles s'est déroulée votre conférence. Et c'est un peu les aléas, comme on dit, de la technologie numérique, Oui, ou on peut dire les de la, aléas du direct aussi. de la communication, on peut dire Bon, écoutez, c'était électronique. très Enfin, sympathique. merci. Merci à vous et portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci à tous les participants, à tous les auditeurs. Et je vous donne rendez-vous donc le 30 mai pour une autre conférence qui sera donnée par Pascal Angèle. Pascal Angèle qui va nous parler sous la forme du question, qu'est-ce que la raison? Donc, on connaît très bien Pascal Angèle parce que il tient à la vérité, hein. Lui, il défend, il est connu pour quelqu'un qui défend la Ben, vérité. sa thèse, c'était la norme du vrai. Non, c'est vrai. Merci beaucoup à tout le monde et je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à très bientôt. Au Merci. revoir, bonsoir, Hamdi. Merci. Au revoir.